Audio Jungle. Salut Exaucé. Salut. Ça va? Je vais bien et toi? Ça va super. En tout cas, on est super heureux de t'avoir dans cette émission Face au miroir. Moi aussi, je suis honorée. Ah ben, c'est super gentil. On va apprendre à te découvrir. On va un peu parler de ton parcours, de ce que tu fais aussi aujourd'hui. Parce que c'est vrai que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Tu es influenceuse, blogueuse, styliste, enfin voilà, relookeuse plutôt. Tu as plusieurs casquettes et vraiment aujourd'hui, on va apprendre à plus te connaître. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler plus d'une facette. Parce que le reste, c'est intime, le reste appartient. Mais tu vas nous proposer un petit peu d'Exaucé, comme ça on apprend à plus te connaître et à comprendre ton domaine. Ça va? Ça va. Super. Je vais juste te demander un petit exercice. Tu vas juste prendre le miroir qui est en face de toi et tu vas te regarder dans le miroir. Donc bien regarder tes yeux. Tu es très jolie, vraiment. J'aime beaucoup ta coupe en plus. Ça te va super bien. Et que tu puisses vraiment te regarder dans le blanc des yeux. Ok? Et je vais te poser des questions et tu vas juste répondre à ce reflet. Donc à toi-même. Qui est Exaucé? Une jeune femme de 24 ans, étudiante en comptabilité. Je suis également styliste, on va dire personal shopper, et aussi influenceuse mode. Pourquoi tu t'es orientée vers la mode? Parce que j'aime. C'est aussi, quelque chose de la famille. À peu près tout le côté de ma mère, qui sont aussi des personnes super intéressées de la mode. Et j'ai l'impression que je me suis juste laissée baigner dans ce bain-là. Et après, avec le temps, c'est devenu limite une passion parce que quand je m'habillais avant, enfin, je sais qu'avant, j'avais pas un style de ouf, mais les gens, ils étaient tout le temps impressionnés par ce que je portais. Et je pense que c'est à cause de ça, ça m'a encore donné plus confiance. Et je me suis dit, mais en vérité, j'aime beaucoup les vêtements. Du coup, que je continue dans ça, en fait. La plus grande réussite d'Exaucé? Waouh. Je sais pas dire c'est quoi ma plus grande réussite parce que en fait je suis fière de tout. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de où je suis. Ça peut être en amitié parce que j'ai appris des choses. Bien évidemment c'est pas toujours facile mais je trouve que j'ai évolué en amour. Je trouve que j'ai évolué dans mes études même si c'est pas toujours facile mais je trouve aussi que par exemple, surtout dans mes études, je vois le bout du tunnel, donc je trouve qu'il y a vraiment une évolution. Du coup, je sais pas de quoi je suis le plus fière, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, dont je suis toujours fière. Donc, je ne pourrais pas donner un seul mot. Une chose que tu regrettes? Je regrette quand même d'avoir pas trop pris mes études au sérieux. En fait, d'avoir fait beaucoup de choses en même temps. Certes, j'évolue dans presque toutes les catégories où je me trouve, mais je trouve que j'aurais peut-être dû faire chaque chose à son temps, dont par exemple l'école. J'ai beaucoup mélangé ça avec ma vie d'influenceur et du coup, ça a un peu retardé. Du coup, j'aurais pu finir beaucoup plus tôt, mais je finirai un peu plus tard que même certaines personnes. Mais comme je dis, je suis toujours fière de ce que je fais et du parcours que je fais. Et comme on dit, chacun a son parcours, chacun a sa destinée. Du coup, peut-être qu'il n'y a pas d'hasard, comme on dit. Chaque chose est comme ça. Exaucé dans 5 ans? Exaucé dans 5 ans, maman. Une jeune maman, toute pépette. 2 fils, maman. J'aimerais vraiment être maman le plus vite possible. Et sinon, c'est sûr, dans mon métier en tant que comptable, je me vois vraiment avoir évolué, que ce soit en entreprise ou bien c'est sûrement en entreprise, dans une bonne entreprise où je pourrais vraiment évoluer. Ensuite, en tant qu'influenceur, je suis sûre que ça ira aussi très bien, que je pourrais vraiment réaliser des choses dont je rêve. Et dans le niveau personal shopping, je me vois aussi aller encore beaucoup plus loin, dépasser les frontières. Donc, dans 5 ans, franchement, vous êtes content de me connaître maintenant, en fait. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu peux déposer les miroirs. On va apprendre du coup à te découvrir. On va creuser un peu ce tête-à-tête que tu as eu avec toi-même. Et on va commencer par ta première photo. Donc, cette photo de toi. Lorsque tu étais beaucoup plus jeune, tu avais quel âge sur la photo?
En fait, je suis née au Congo. Et lorsque je suis venue ici, j'avais 4 ans. Donc, c'était en 2001, j'avais 4 ans. Du coup, j'ai vécu au Congo. Donc, je suis née là-bas jusqu'à mes 4 ans. Et après, j'ai encore traversé l'Angola et tout. Du coup, dans cette photo, je sais que je suis au Congo. Mais franchement, c'est vraiment entre 1, 2, 3 ans. Ok, donc c'est vraiment de ton enfance. Voilà, vraiment. Ok, Ouais. alors on va aller juste globalement de ton enfance. Est-ce que tu peux nous expliquer qui était Exaucée à cet âge-là? C'était quoi ses rêves? Elle aspirait à quoi? Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Dans quel environnement elle a grandi? J'ai grandi vraiment... à cet âge-là, franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais ce que je sais, en tout cas, de la vie quand j'étais au Congo, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup jouer dehors avec mes amis du quartier, dehors, en train de papoter, embêter les gens, faire des dessins sur le sable, tu vois. Au Congo, il y a beaucoup de sable par terre des fois. Et c'est ce que j'aimais faire avec ma petite sœur tout le temps qui me suit partout. Et je pense que j'étais quand même une fille, déjà, à cet âge, je parlais déjà. À cet âge-là, je parlais déjà. Et j'étais déjà très curieuse, qui voulait toujours tout savoir, qui pose des questions. C'est pourquoi elle fait ça, tu vois. Donc, ouais. Et ça sous-entend un peu une soif d'apprendre, peut-être, quelque part? Moi, je dirais surtout la curiosité, en fait. Et de tout savoir. Voilà, j'ai envie de tout savoir, même jusqu'à cet âge. Hein. J'aime toujours tout savoir, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Et c'est pour ça que j'ai un petit défaut, c'est que même si je vois des gens dans la rue, ils parlent d'un truc, je peux facilement rentrer dans leur conversation, leur demander « Oui, mais moi, je pense ça et ça. » Donc, c'est vrai que dans la rue, je parle facilement avec des personnes que je ne connais pas. Donc, je dirais comme une personne curieuse et qui aime aussi beaucoup apprendre. Je dirais ça. Et tu es très enracinée avec ta culture congolaise. Tu parlais du Congo et quand tu parlais un peu de ton enfance, tu avais un petit sourire. Est-ce que ta patrie, ta véritable maison, quelque part le Congo, c'est quelque chose que tu affectionnes? Tu es très liée à ça, à tes racines congolaises? Oui. Très, très, très beaucoup. Voilà même pourquoi, à chaque fois que j'avais l'occasion, j'en parlais. Je sais pas, je suis vraiment très, très, très... ça me touche, en fait. Tout ce qui se passe avec le Congo, même avec ce qui se passe dans le pays de l'Est, dans notre pays, mais à l'Est du Congo et tout. C'est des choses qui m'attristent beaucoup. Alors, je sais pas si je me sens liée parce que je viens de là-bas ou si parce que c'est le côté humain en soi. Voir tous ces massacres et tout, c'est pas facile. Du coup, moi, je pense quand même que je suis fortement liée. J'aime beaucoup le Congo, j'aime beaucoup tout ce qui se passe là-bas, chaque coin du pays. J'aime beaucoup et c'est pour ça que j'hésite pas de faire des événements. J'ai déjà fait des marches pour tout ce qui se passe à Béni et tout. Et même là, en ce moment, je l'ai pas encore annoncé, mais on m'a demandé, il y a plusieurs... on va dire ONG ou bien fondation, qui m'ont, il y en avait 2 qui m'avaient demandé d'être ambassadrice et j'en ai choisi un, donc d'être ambassadrice pour une fondation et ça me fait vraiment plaisir, tant que je peux faire quelque chose et que je sois toujours liée, ça me fait plaisir. T'as sous-entendu des injustices, des massacres, donc un peu de l'injustice quelque part. C'est quelque chose qui t'animait déjà lorsque tu étais très jeune, l'injustice? C'est quelque chose que, par exemple, à l'école, quand tu voyais peut-être une personne qui était un peu rejetée, c'était des choses qui te révoltaient déjà? Exactement. Beaucoup, beaucoup. Surtout en secondaire. Que ce soit en secondaire. En fait, j'ai toujours été, on dirait, l'avocat du diable. Toujours la personne qu'on va persécuter, c'est cette personne-là que j'aurais envie d'aider, que j'aurais envie d'être un peu son avocat. Même pareil avec les profs. Les profs que tout le monde n'aime pas trop, moi, je vais être là les défendre et tout, en disant, mais non, mais c'est vous abusez, vous n'êtes pas aussi... très facile comme élève. J'aimais trop prendre la défense des personnes qui étaient, on va dire, faibles. Tu vois, d'essayer de leur comprendre, leur faire rire aussi. Surtout de leur faire comprendre, en fait, de leur montrer comme si je suis proche d'eux. Je suis pas très proche d'eux, mais de leur mettre à l'aise. En fait, je suis là pour toi. Voilà, même exactement. Si directement, je suis pas là pour toi, mais indirectement, je suis là pour toi. Exactement. Donc, ça, c'était un truc que j'ai toujours trouvé ça très important. Et d'où tu tires ça? Ce côté un peu... T'aimes pas l'injustice, tu veux la justice, tu veux l'égalité quelque part? Franchement, je saurais pas te dire. Je sais pas. C'est quelque chose qui t'a toujours animé ou t'as eu un exemple, quelqu'un de ta famille ou même un personnage public qui t'a peut-être inspiré à ce niveau-là? Ou c'est juste quelque chose qui t'a animé depuis que t'es petite? Je pense que c'est vraiment un truc qui vient franchement avec le temps, en fait. Tu peux pas vraiment... J'ai l'impression que j'ai pas pu le contrôler.
Parce que, par exemple, à l'école, tu peux te dire, ben, il y a beaucoup, on est plusieurs. Alors, dans la classe, souvent ici, on est des classes de 20, 25 personnes. Pourquoi c'est toi qui vas défendre? Pourquoi tu laisses pas les choses arriver? Enfin, que ce soit peut-être une autre personne qui va venir défendre cette personne, ou c'est une autre personne qui pourra prendre la défense de telle ou telle chose. Pourquoi c'est toi qui veux le faire? Et je sais pas, peut-être c'est le fait déjà d'avoir eu toujours cette envie de l'idée, je pense, peut-être, être un leadership, enfin, du leadership, faire tout ça, être un leader. Je pense peut-être que ça vient de ça, mais je saurais pas dire. Je sais pas si j'ai vraiment un exemple. Non. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Qui est venu de l'intérieur. Oui, qui s'extériorisait à un moment bien défini de ta vie. Ok, exactement. Super. Bon, on a fini avec bébé exaucé. Là, on va évoluer avec exaucé adolescente. Ok. T'avais quel âge sur cette photo? Je pense que quand je cherchais mes photos, je me disais, mais j'étais adolescente, entre quel et quel âge? Pour vérifier avec les dates et tout. Ça, je pense que c'était en 2014. Entre 2013 et 2014, je pense que j'avais pas encore 18 ans. Donc, 16-17 ans. Et ouais. Et qu'est-ce qu'Exaucé avait dans la tête à ce moment-là? Elle pensait à quoi Exaucé à cette période? Je pensais surtout à m'amuser. J'étais jeune. Mais je sais pas, j'étais aussi une personne très engagée. Par exemple, à l'église, tu vois. J'avais un poste à l'église et tout. J'étais une personne déjà très engagée dans ma religion, je voulais vraiment faire sortir tout ça. Je suis une chrétienne, pratiquante, ainsi de suite. Donc, j'étais très, très, très attachée à ça. Ta foi avec une importance? Voilà. Okay. Là, je sais qu'elle avait une très grande importance. Je dis pas qu'elle a plus d'importance. Oui, mais je dis que là, je le montrais beaucoup plus que maintenant, on va dire. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, c'était surtout l'école. Okay. Là, à ce moment, j'aimais trop l'école. C'était très important. L'école et l'église, c'est les deux choses que je voyais que ça, en fait. Et Exaucé aspirait à quoi concrètement à cet âge? Quelles étaient ses aspirations? Elle pensait à quoi? Elle pensait peut-être à se marier, peut-être à réussir dans la vie, ou peut-être juste à profiter du moment présent, ou peut-être à prendre soin de sa famille. Qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Exaucé? À ce moment-là, c'est très flou. Hein. J'ai une petite mémoire, moi. Mais je sais, comme je dis, à ce moment-là, c'était vraiment ma région et l'école. Okay. Et à ce moment-là, c'était vraiment l'école. C'était réussir chaque année. Même si c'était dur, il faut savoir que je suis née au Congo, donc ma première langue, c'était le Lingala. Mais après le Lingala, je suis restée... Alors, comme je vous ai dit, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans. Dès que je suis arrivée ici, c'était le français. Après le français, à mes 8 ans, on a déménagé, c'était le néerlandais. Du coup, j'étais vraiment... à ce moment-là, j'étais déjà dans une école néerlandophone, en secondaire, donc j'avais fini la primaire. Donc déjà, j'étais... trilingue, on va dire comme ça, mais c'était pas vraiment ma langue, en fait, le néerlandais. C'est pas une langue que je trouvais facile. C'était vraiment des challenges chaque année, en fait. Et à ce moment-là, je pensais que à réussir mon année, réussir l'école. Je me voyais vraiment aller hyper loin. Déjà là, je pensais déjà être comptable. Je voyais vraiment, à ce moment-là, dans ma vie, je me voyais être une femme indépendante. Donc, je pensais à 16 ans, j'ai commencé à faire mon premier job. Je voulais avoir mon propre argent. Je voyais vraiment la vie, vraiment être une femme indépendante qui dépend d'elle-même financièrement et ainsi de suite. Du coup, oui, j'étais vraiment focus sur mon avenir. Sur ce que je veux. Et tu as parlé de femme indépendante. Et tu avais 15 ans, c'est ça? Franchement, 16-17, je pense. 16-17 ans. Ouais. Comment, ou du moins à 16-17 ans, voilà, tu penses être une femme indépendante? Comment on peut le concrétiser à un âge pareil? C'est vrai qu'on est un peu limité. 16-17 ans, on n'est même pas encore majeur. Il y a l'école, il y a la pression des parents derrière, et puis on a envie un peu de s'amuser. Comment être une femme indépendante dans cette période d'âge? En fait, à cette période-là, je me disais, la seule manière d'être... Déjà, dans ma vision des choses, je me dis, t'es indépendante quand t'es financièrement indépendant. Dans le sens que quand tu es financièrement indépendant, tu peux faire ce que tu veux. Déjà, au niveau qui me dépasse même mon niveau. Bon, on va pas se mentir, ce monde est dirigé par des personnes qui sont super riches.
Et déjà là, je me disais, il faut être indépendant financièrement. Du coup, je pensais à travailler, par exemple, tu vois. Et je me disais que si j'étais autonome, par exemple, à ce moment-là, je vais attendre que ma mère me donne de l'argent pour faire du shopping, pour faire quoi que ce soit. Mais dès que je commençais à travailler, je faisais mon shopping moi-même. Je pouvais gérer ce que je voulais acheter. C'est moi qui gérais où j'allais. Par exemple, j'ai envie d'aller à la piscine, je vais pas attendre que ma mère ou quelqu'un me donne de l'argent. Non, si j'ai envie d'aller à la piscine, si j'ai envie d'aller à tel endroit, à ce moment-là, c'était Walibi qui était trop à la mode. Ben, j'irai parce que je travaille et j'ai mon argent. Donc, et la personne qui m'a inspirée beaucoup à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout aussi ma mère, parce que j'ai toujours vu ma mère, une femme très courageuse, ambitieuse, très ambitieuse. Je pense que mon ambition vient aussi de son côté, très ambitieuse, qui se débrouille, même si elle est mariée, c'est une femme qui se débrouille, elle se fait son argent. Et ça, je pense que ça m'a inspiré beaucoup. Est-ce que c'est un modèle pour toi, ta maman? Ah oui. Souvent, quand les gens me demandent t'es inspirée de qui, même pour les vêtements, j'ai pas d'inspiration, même du niveau de mode, hein. Mais quand on me demande si je suis inspirée de qui, je suis inspirée de ma mère. Ça, c'est vraiment la première personne qui m'inspire. Et enfin, son parcours, j'aime tout. Franchement, je suis vraiment fan d'elle. Je suis très fan d'elle. Et du coup, ouais, ça, c'est mon inspiration numéro 1. Et quelle est la plus belle chose que ta maman t'a donnée? Peut-être au niveau du caractère, du mindset. Quelle est la chose où tu dis, OK, maman, ce que tu m'as donné, non seulement je garde précieusement, mais c'est une chose qui va m'aider tout au long de ma vie? Je dirais la confiance. Je sais pas, mais ma mère, elle m'a toujours... Enfin, déjà, je dirais la confiance. Pourquoi? Parce qu'elle me faisait confiance. Du coup, le fait qu'elle me faisait confiance, ben, ça m'a évité beaucoup de choses. C'est important pour toi qu'un parent fasse énormément confiance à son enfant. Si un parent n'a pas confiance à son enfant, par exemple, est-ce qu'il y a un impact, tu crois? Un très grand impact. Enfin, je l'ai vécu à cet âge-là, déjà. Je le voyais des autres enfants. Enfin, il y avait, par exemple, une fille que je connaissais. Sa mère n'avait zéro confiance en elle. Elle n'avait pas confiance en elle. C'était tout le temps des insultes et tout. Et tout ça, toute cette négativité, en fait, ça impactait l'enfant. L'enfant ne faisait pas forcément des mauvaises choses, mais à cause de ça, c'est en mode, bon, on m'insulte quand même, désolé du terme, de pute, de meuf à mec et tout. Ben, pourquoi je le ferais pas alors? Du coup, ben, cette fille, je la voyais vraiment avoir un autre comportement. C'est-à-dire qu'à la maison, elle va s'habiller d'un certain moment, d'une certaine façon, et puis dès qu'elle sort de la maison pour aller à l'école, elle va changer et elle va aller à l'école avec un autre style. Du coup, elle avait 2 personnalités. Elle vivait en fait la vie qu'on lui disait en fait. Quand sa mère, en fait, je dirais pas qu'elle lui jetait des sorts ou quoi, mais je veux dire que l'image que sa mère lui lançait, les insultes qu'elle lançait, ben, elle se disait, bah, pourquoi pas en fait. En fait, elle les acceptait. Voilà, elle les acceptait, elle se disait, en vérité, je suis comme ça. Et je pense que moi, ce que ma mère, elle m'a donné, c'est le fait qu'elle avait beaucoup confiance en moi. Et aussi, bon, c'est qu'elle m'a aussi quand même apporté l'église très tôt et tout, le fait qu'on partait à l'église et tout. Ben, ces 2 choses, ça fait que je respectais beaucoup. Enfin, dans ma tête, j'étais en mode, j'ai envie de rendre ma mère fière, j'ai envie de rendre ma mère fière parce qu'elle me fait confiance à cet âge-là. Enfin, avoir des amis garçons, ça ne posait pas de problème. Et aussi, je pouvais la dire tout ce que je voulais, je pouvais être très ouvert avec elle. À ce moment-là, je me dis que si ma mère ne me faisait pas confiance, ben, j'aurais pu vraiment faire n'importe quoi. Si je pouvais pas me confier en elle, ben, j'aurais pu aller chez une autre personne. Mais qui dit que cette autre personne aurait des bonnes intentions envers moi? Or que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde est une bonne mère, mais je pense qu'une mère a quand même envie de protéger son enfant. Et le fait qu'elle me faisait confiance et que je pouvais la dire tout, bah, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je pouvais la parler. Si je partais à une fête, je dis, maman, j'allais à une fête. Bien sûr, faut respecter les heures, rentrer, mais elle te laisse. Or, il y a d'autres parents, ils vont te bloquer. Non, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais elle avait vraiment confiance en toi. Voilà, c'est ça. Et tu penses que la confiance que maman avait envers toi t'a permis aussi à avoir confiance en toi? Est-ce que tu penses que le début de la confiance se transmet d'un parent à un enfant? Moi, je dis que c'est grave possible. Dans le sens où je pense que le fait que ma mère avait confiance en moi, j'avais confiance à ce que je faisais aussi. Dans le sens où je me disais pas ce que je fais c'est mauvais ou je doute. Oh non, ça c'est pas bien. Non, bah, j'avais confiance en moi. Certes, il y a certains sujets, j'en parlais pas, mais je veux dire que de ce que je faisais, que ce soit à l'école, je veux dire que, comme j'ai dit, de base, on va dire, ma première langue c'est le lingala, j'ai dû apprendre le français, après j'ai appris le néerlandais. À l'école néerlandophone, ça n'a pas été toujours facile pour moi. Donc,
par rapport aux autres, je devais toujours faire 2 fois, 3 fois l'effort pour comprendre les profs, dire, je parlais le néerlandais, mais on va pas se mentir, à l'école, il y a certains termes que je comprenais pas très bien. Donc, ça veut dire que mes examens, des fois, je devais réfléchir beaucoup plus. Et du coup, mais malgré ça, ma mère, elle avait confiance en moi, même à l'école. En fait, elle avait confiance en moi dans chaque chose que je faisais. Du coup, ça me donnait aussi plus confiance en moi. Même à l'école, quand ça allait pas, elle me disait non, ça va aller. Et ben, ça me donnait encore, ça me donnait aussi, je me disais oui, ça va vraiment aller, et ça allait aussi. Donc, je pense vraiment qu'elle m'a aidée pour le processus pour arriver à certains niveaux. Après, je pense que le reste, j'ai aussi appris de moi-même avec l'expérience de la vie. C'est vrai, j'ai 24 ans, mais il y a quand même une vie. Enfin, j'ai déjà appris beaucoup de choses en amitié, en amour. Donc, ouais, je pense que les parents, ils peuvent vraiment aider, surtout, comme on dit, à nous aider à prendre nos propres envols, de voler tout seul. Donc, c'est très important. Et si une personne qui nous regarde n'a pas de parents et que la confiance en soi, il sait même pas trop, enfin, c'est pas trop ce que ça veut dire. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne qui n'a pas vraiment de repères, ou du moins qui se retrouve pas dans ses parents, pour, à cet âge-là, d'avoir simplement confiance en soi? Je dirais quand même apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître et comme je dis, par exemple, à cet âge-là, j'étais déjà une personne qui disait j'avais des principes. Je me disais, parce que pour moi, si t'as pas de principes, ta vie, elle est un peu en désordre. Quand tu sais, ça je veux pas, nanana, ça t'aide aussi à t'orienter toi-même. Parce qu'à cet âge-là, par exemple, moi, je disais, moi, je prends pas de l'alcool. Je peux aller dans une fête, à cet âge-là, il y a eu des petites booms et tout. Moi, je veux boire le coca, l'eau et tout. À cet âge-là, je disais ça. Donc, c'était ça ma vision des choses. Et ensuite, je me dis que une personne, par exemple, qui n'a pas de parents, je me dis déjà qu'elle doit déjà savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Ce qu'elle accepte et ce qu'elle accepte pas. Parce qu'à ce niveau-là, quand je te disais qu'à 17 ans, c'était l'école et la religion qui était très important pour moi, c'est-à-dire qu'à l'école, même si j'étais la seule noire, vous savez très bien que les blancs, ils sont catholiques, j'étais dans une école catholique, mais c'est pas pourtant que ils sont catholiques et pratiquants. Et moi, j'étais par exemple la seule qui était vraiment très pratiquante. Et c'est-à-dire que même en classe, les gens, je les imposais ça. Si ça disait n'importe quoi sur la religion, moi je disais mais non, c'est pas comme ça. Donc j'imposais ma vision des choses et du coup ça faisait que les choses allaient de ma manière, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, les gens ils savaient avec Citocé, c'est pas comme ça. Et je me dis quand même que si par exemple t'as pas de repère, t'as pas ta maman, t'as pas ton papa pour peut-être te donner, comme je dis, c'est peut-être en vol un peu, c'est d'abord apprendre à te connaître et te mettre des principes dans la vie. Et quand tu te mets des principes dans la vie, franchement, le reste, ça va se faire de soi. Parce que tu vas commencer à voir que tu auras les choses que toi, tu as envie et pas parce que les autres, ils ont envie. Parce que c'est là aussi que vient la confiance en soi. Quand tu as la confiance en toi, tu sais ce que tu veux et ce que tu sais que tu veux pas. Tu sais où tu veux aller et tu sais où tu veux pas aller. Et donc, pour moi, c'est un lien. Ça va ensemble. Voilà. Ok, d'accord. Alors, selon le dictionnaire Larousse, on dit que la confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Et comment tu peux l'illustrer avec ta vie, ton expérience? Comment faire aujourd'hui? Parce que c'est vrai que tu nous as parlé de Exaucé qui a 17 ans. Et c'est vrai qu'à 17 ans, voilà, tu cherches un peu tes repères, tu sors déjà un peu plus, tu vois le monde. Et il y a aussi les influences qui jouent, les influences extérieures. Comment à cet âge-là, avoir confiance en soi? Donc, on va plutôt mettre dans l'adolescence. Comment avoir confiance en soi, sachant que c'est une période où on se cherche énormément? Alors, faut savoir que, je sais pas, j'ai pas parlé de ça parce que c'est vrai que jusque-là, je donne l'impression que j'ai toujours confiance en moi et tout. Mais ça n'a pas du tout été le cas parce que, comme je dis, quand j'étais à l'école primaire, on va dire jusqu'à mes 8 ans, j'ai jamais eu de problème à l'école ou de moqueries et ainsi de suite. Et c'est que à partir du fait, quand j'ai quitté l'école francophone pour aller néerlandophone, c'est la première fois que j'ai eu cette confrontation avec moi-même, dans le sens où c'était la première fois que les élèves, vu que j'étais la seule noire aussi à l'école, on me parlait de mes lèvres, en mode « Oh, t'as des grosses lèvres », qu'il y avait toute cette attention sur mon visage et sur cette partie de mon visage. Et les premières fois, c'était vraiment très choquant parce que je me dis, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions en mode c'est pas bien, c'est moche. C'est à ce moment-là, je commençais vraiment à beaucoup réfléchir et on va pas se mentir, je me trouvais pas
très belle, en fait. Quand je rentrais chez moi, je me disais vraiment, j'ai hâte d'avoir 18 ans, et j'enlèverai un peu de graisse, j'aimerais changer mes lèvres et tout. Et ça m'a vraiment quand même fait beaucoup de mal, parce que quand je suis arrivée chez les Flamands, c'était la moitié de ma 3e primaire. Et donc, je suis restée donc 3e primaire, je l'ai fini là-bas. Ils ont accepté que je passe en 4e. Mais la première fois que j'ai fait la 4e primaire, c'était genre la pire année, en fait. C'était là, vraiment, déjà, j'avais du mal avec le néerlandais. Je parlais pas encore le néerlandais. Et du coup, les élèves, ils étaient vraiment... il y avait un groupe, hein, pas tout l'école, on va dire, mais il y avait un groupe de garçons qui étaient tout le temps en train de dire « dikke lippe » en néerlandais, donc c'est grosse lèvre, grosse lèvre. Et ça devenait vraiment pesant, tu vois. C'était vraiment de l'harcèlement, on va dire ça, parce que je me sentais pas bien, j'étais tétanisée, tu vois, quand je les voyais, j'avais peur et tout. Et c'était choquant, parce que je dis que si j'avais ça depuis l'école francophone, j'aurais dit, ouais, là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, ou j'ai déjà l'habitude. Mais là, c'était vraiment la première fois que j'ai suis confrontée face à ma beauté, parce que ça fait partie de moi. Donc, ça fait partie de l'image que j'ai de moi-même. Si on parle que de ça, on dirait que ça dérange certaines personnes. Ben, ça veut dire que je dérange quand je suis là, en fait. Quand je suis là et que tu me regardes, ça te dérange que je sois là. Du coup, j'avais beaucoup, beaucoup du mal. Et c'était là que j'avais pas très confiance en moi, mais ce qui me rassurait, je pense que c'était juste la famille à la maison. Enfin, depuis que je suis très petite, on m'a toujours dit que j'étais très belle, que j'avais des belles lèvres roses, tu vois. Quand j'étais petite, les gens, ils étaient toujours étonnés. Oh, c'est vraiment tes lèvres et tout. Donc, j'ai toujours nagé dans cet environnement, que là, d'un coup, je vois des personnes qui commencent à me faire réfléchir, enfin, me dire, mais non, en fait, non, c'est pas beau, tes lèvres, parce que il y avait j'étais à confronter avec des blancs, tu vois, j'étais toujours la seule noire et tout. À ce moment-là, à l'école néerlandophone, il y avait aussi quelques noirs, mais on était vraiment la minorité. Et du coup, ça a commencé là, à partir de la primaire. La première année, 4e primaire, ça n'allait pas du tout. Et c'est à partir de la 2e fois, donc j'ai redoublé la 4e primaire. Et c'est à partir de là que ça allait beaucoup mieux. Enfin, les élèves avec qui j'étais là, ils m'acceptaient plus avec ma personnalité. Ils aimaient ma personnalité. Exaucer la marrante, Enfin, je commençais vraiment à avoir, on va dire, être populaire à l'école. Les gens, ils s'en foutaient de mes lèvres, tu vois. Ils regardaient moi, qui j'étais, et ils aimaient ça. Et du coup, c'est vrai que j'étais toujours confrontée à ces personnes-là, mais j'étais plus en confiance quand même quand j'étais avec eux. Mais, mis à part ça, c'est vrai que pendant un long moment, j'étais pas très à l'aise avec mes lèvres. Genre, je vais sortir, je vais rester, par exemple... Surtout si je suis dans le milieu que des blancs, ben, je vais sortir avec des écharpes, je vais m'enrouler, genre, je voudrais pas qu'on voit mes lèvres. Alors, est-ce que tu penses que le regard des autres a un impact sur la confiance qu'on se crée? Oui, très clairement. Ça a vraiment une très grande importance, parce que c'est toi. En fait, c'est la personne que les gens, ils voient tout le temps. Et si les personnes commencent à avoir un problème avec ça, et qui te le font savoir, ben, ça peut facilement t'affecter. Donc, moi, quand j'étais vraiment très jeune, j'avais vraiment du mal avec ça. Surtout avec mes lèvres, je pensais tout le temps qu'il y avait un problème. Et du coup, pendant un long moment, on peut quand même dire que j'étais dans la phase de manque de confiance en moi. C'est-à-dire que je vais être quelque part, je vais être, surtout comme je disais, du milieu blanc, ben, je vais être caucasien. Je vais vraiment être là en mode je m'enroule d'une écharpe, je pense qu'on va mes lèvres, ou si je suis quelque part et je vois que les gens me regardent, je pense qu'on se moque de moi. Donc je faisais beaucoup attention, et du côté des noirs j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais à un certain moment aussi je traînais avec des personnes il y avait parmi des personnes que je traînais était aussi une personne, enfin un noir, qui faisait aussi que me parlait de mes lèvres. Oh, grosses lèvres et tout. Et on sait très bien la réputation que les personnes avec des grosses lèvres ils ont, tu vois. Et ce genre de remarques, ça me faisait aussi du mal, parce que je me dis, chez les blancs, il me faut remarquer que j'ai des grosses lèvres, et chez les noirs aussi, dans ma propre communauté, on me parle aussi que j'ai des grosses lèvres, tu vois. Et du coup, ça m'affectait. Mais une fois de plus, je pense que je sais pas si c'était un déclic, mais j'ai commencé, je pense, je vais quand même dire, ça à partir de un certain âge où j'ai commencé à me dire je m'en fous. Ok. Voilà, je m'en fous. De ce que les autres disent. Oui. Ça apprendre à laisser. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment beaucoup aidée, parce que je voyais quand même que la confiance en soi, c'est une fois que toi, tu as confiance en toi, une fois que toi, tu te connais, mais les autres, tu t'en fous de ce qu'ils pensent, en fait.
C'est dès que toi-même t'acceptes, bah, les autres qui acceptent, ils acceptent. Toi, tout t'as déjà accepté. Du coup, ils auront qu'à faire avec, tu vois. Et dès que j'ai compris ça, franchement, je pense que ça a vraiment été un déclic. Et puis voilà. Donc vraiment, pour avoir confiance en soi, il faut le lier à la connaissance de soi. Exactement. Donc si tu te connais, tu as confiance en toi. Ouais. Ok. Une photo de toi, encore une fois. Oui. Donc ça, c'est Exaucé aujourd'hui. Oui. Qui est Exaucé aujourd'hui? Ben, je suis aujourd'hui une femme très... on dirait on dirait, mais une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut aller. Une personne avec beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition et qui regarde juste vers l'avenir, en fait. Et pourquoi et comment même Exaucé espère comme ça? Tu dis que tu crois beaucoup en l'avenir, tu as beaucoup d'ambition. Donc, c'est pas des rêves peut-être, mais c'est des choses que tu veux concrétiser dans le futur. Mais qu'est-ce qui fait que tu espères comme ça? Quelle est cette force-là qui fait que tu continues à espérer quand même les choses ne vont pas ou quand les choses sont contraires à ce que toi tu fais? Ben, pour commencer, j'ai foi en Dieu. Et je trouve que c'est important parce que déjà, si je vis, c'est grâce à lui. Et il a toujours porté une grande importance en moi. Et comme c'est écrit, Dieu, il a des bons projets pour nous. Quand déjà t'es quelqu'un qui croit, t'as la croyance avec toi, comment est-ce que tu peux être... enfin, tu peux être négatif, c'est bien, mais je veux dire que comment est-ce que tu peux pas croire en toi ou croire à l'avenir? On n'a que des projets. Dieu, il a dit qu'il a fait des bons projets pour nous. Il nous a fait des bons projets pour nous. Donc, moi, j'y crois. Donc, du coup, ce que je fais, j'essaie aussi de mettre ma petite patte dans ce que je fais. À l'école, dans ma profession, parce que je travaille aussi, même dans la vie d'influenceuse. Enfin, je suis pas une personne qui est... Je crois en ce que je fais. Enfin, je suis pas très pressée parce que il y a certaines choses, ça pourrait évoluer beaucoup plus vite. Mais je sais pas, je suis très à l'aise en fait. Je me dis que ça ira. Peu importe ce qui arrive, il n'y a pas d'hasard. Donc, à un moment ou l'autre, si c'est ma place, ça peut que marcher. Et dans ton milieu professionnel, est-ce que pour toi, il est hyper important d'avoir cette confiance en soi, donc dans le monde de l'influence, dans la comptabilité, plus tard, tout simplement dans tes études, et dans tout ce que tu entreprends, cette confiance en soi que tu as, pour toi, elle est primordiale pour arriver quelque part? Franchement, avec la confiance que j'ai en moi en ce moment, je trouve qu'il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Le côté positif, c'est que je trouve que l'apparence que je donne. Donc, je donne... quand tu me vois, tu verras une personne qui est très à l'aise avec elle-même, qui sait, par exemple, elle sait de quoi elle parle, et aussi une personne qui est pas très intimidée, en fait. Franchement, tu le mets dans n'importe quoi, tu auras l'impression qu'elle se sent bien avec elle et que tout va bien. Donc, ça veut dire que dans le milieu de l'influenceur, dans l'influencing et tout, c'est important parce que tu présentes des marques, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis, tu dois être sûr, tu dois entretenir une communauté, c'est-à-dire ta communauté te prend un peu comme la petite proie. C'est toi qui testes des choses pour eux, donc tu dois savoir ce que tu testes, tu gères un peu tout ça et la marque a confiance en toi. Donc la marque, elle se dit, elle sait ce qu'elle fait. Donc je dis que avoir la confiance en toi, c'est important parce que tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Mais le côté négatif que je trouve dans le fait d'avoir confiance en soi, c'est que moi, personnellement, j'ai quand même l'impression que je donne... c'est l'impression d'une personne qui est hautaine, tu vois. Les gens, quand ils ne me connaissent pas, la première chose, ils vont me dire « Oh, elle est trop hautaine et tout. Elle se prend pour qui? Elle se prend de haut. » Ou que je suis une personne qui aime trop m'imposer. Et ça, je trouve que c'est négatif parce que j'ai l'impression qu'une fois, les gens, ils t'aiment bien, mais quand ils voient que tu as un peu... Ils aiment qu'on a confiance en soi, mais quand ils voient que tu as trop confiance en toi, c'est aussi négatif en fait. C'est en mode, mais elle se prend pour qui? Elle est trop hautaine. On va te dire un peu de tout, on va te mettre des étiquettes, alors que les personnes ne te connaissent pas, tu vois. Et moi, j'ai non seulement le fait que je dis que j'ai confiance en moi, mais les faits, comment je parle, avec mes mains, la manière dont je m'exprime, comment mon visage s'exprime, et tout ça avec, ça fait quand même que... Il y a des gens, ils ont du mal avec ça. Et aussi, comme je suis une personne, j'ai confiance en moi, mais je suis une personne aussi très directe. Quand je pense à un truc, je veux le dire. Je ne peux pas passer par 4 chemins. Et je pense que cet ensemble-là, parfois, ça fait de trop, en fait. Ça peut être un problème au niveau des réseaux. Parce que plus tu prends
de la notoriété, puis tu dois quand même faire attention à ce que tu dis. Il y a certaines choses, tu le dis, tu as des milliers de gens qui te regardent, toi tu le dis, c'est ce que tu penses. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir beaucoup d'avis, tu peux blesser certaines personnes. Il y a certaines personnes, ils ne vont pas le prendre comme toi tu le dis, ils ne vont même pas essayer aussi de comprendre. Donc il y a des gens, ils vont te regarder, ils vont directement, ah non, elle, non, j'aime pas comment elle pense, j'aime pas comment elle fait. J'ai déjà vu des vidéos, une fille, elle va faire une vidéo, elle fait juste des manières. Les gens, ils vont parler que de ses manières. Oh, j'aime pas comment elle fait ses manières et tout, elle se prend pour qui, nanana. Et je me dis que c'est quand tu as trop confiance en toi et quand tu es une personne très directe, ben, les gens, ils l'interprètent aussi pas bien, tu vois. Du coup, dans le côté de ce milieu-là, moi, je trouve que ça peut poser des problèmes. Et dans le milieu professionnel, dans une entreprise, ça peut aussi poser beaucoup de problèmes parce que tu es une personne imposante, tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu travailles. Et si tu veux aussi mener l'entreprise à ta manière de faire, ça peut pas toujours marcher parce qu'on a une façon de travailler, une ambiance rituelle du travail. Et je te mens pas que ça m'a aussi déjà posé des petits problèmes, tu vois. Du coup, c'est bien. Faut trouver un équilibre. Voilà, exactement. Faut pas être de trop. Moi, je dirais pas de trop parce que moi, je le suis trop. Mais je veux dire qu'il faut quand même savoir s'adapter, tu vois. Tu restes toi-même, mais vu que toi, tu sais que t'es un peu trop, tu dois pouvoir t'adapter pour pouvoir bien vivre. Parce que si tu veux que les gens vivent avec comment tu es, tu dois aussi pouvoir t'adapter aux autres pour avoir une bonne harmonie. Et quel conseil tu peux donner à une jeune personne ou même à une maman, enfin peu importe, à tout simplement une personne qui n'a pas du tout confiance en elle aujourd'hui, malgré même les épreuves qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu gagner, les victoires, face à une situation, bah, elle perd tous ses moyens parce qu'elle se dit je suis pas capable. Quel conseil tu peux donner de ton expérience? Alors, c'est bien qu'on en parle parce que donc ça va faire presque 5 mois que j'ai ouvert dans mon cabinet de personal shopping. Donc, personal shopping, c'est tout ce qui a à voir avec la mode. Mais j'ai voulu comme apporter plus que la mode. Enfin, plus que la mode. Parce que moi, je pense que la confiance en soi est aussi liée par la mode. Parce que c'est l'image que tu donnes. Première image que tu donnes, ça veut directement tout dire. Les gens, ils te jugent, même sans te connaître, par la manière dont tu es habillée, par la manière dont tu te présentes. Et c'est pour ça qu'à travers mon cabinet, j'ai toujours voulu transmettre ce côté mode et ce côté confiance en soi. Et ça a été vraiment bien parce que les premières clientes que j'ai eues, on a pu aussi parler de ça. Et je suis sûre que que tout va ensemble. Une personne aujourd'hui qui n'a pas confiance en soi, souvent c'est dû au physique. Même moi, comme je le dis, c'est comme ça que je m'élève. Les gens, souvent, ils ont du mal avec un truc de leur corps. Moi, comme je suis là, si tu me dis directement, et si tu es complexé par quoi de ton corps, je dirais rien. Mais quand même, je veux me regarder, je commence à trouver des défauts. Je dirais, oh, j'aime pas mes gros bras, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Donc, il y a certaines choses, déjà, ça commence nous-mêmes. Avant que les gens commencent à t'en parler, bah, toi-même, tu commences, tu vois. Tu commences déjà à en parler, tu commences à chercher des trucs, or qu'il n'y a rien. Et moi, j'ai remarqué, c'est que une personne qui n'a pas confiance en soi, c'est souvent dû au physique. Donc, si on peut travailler le physique à travers la mode, on peut travailler sur tout, sur tous les plans. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de confiance en soi. Tu peux avoir confiance en soi professionnelle, mais pas en amour. Tu peux avoir en amour, mais pas dans le côté professionnel. Et tout ça, je pense qu'il y a moyen d'y travailler. Il y a toujours un truc qui dépasse l'autre, mais c'est pas difficile de ne pas pouvoir y travailler. Et une personne aujourd'hui qui me dit que j'ai pas confiance en moi, moi, je lui dirais, regarde-toi. Et franchement, l'exercice qu'on a fait avec le miroir, c'était super parce que c'était un moment pour moi, peut-être j'étais un peu émue et je me suis calmée. Mais je me dis, c'est important de se dire des mots, en fait. C'est très important. Moi, je suis une personne, même à travers des réseaux, j'ai souvent l'habitude de dire, je suis fière de moi, je suis fière de moi. Et les gens, ils vont se dire, ils vont se croire que j'ai une vie genre, je fais des trucs de ouf, je fais des trucs de ouf, mais pas du tout. C'est que j'ai tendance à aimer ce que je fais parce que déjà, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas tous avoir le même rythme dans la vie. On n'est pas tous pareils, chacun a son rythme, tout le monde a on va dire son chemin de vie et je ne peux pas toujours me comparer, tu vois. Et le fait que je me dise ces mots-là, que je suis fière de moi, je ne suis pas la meilleure au travail, je ne suis pas la meilleure à l'école, mais je suis quand même fière de ce que je fais. Et je pense qu'une personne qui n'a pas confiance en soi, ce serait important qu'elle commence d'abord à regarder les choses où elle se dit non,
ça c'est quand même bien. Je suis fière de moi parce que peut-être je sais cuisiner. Il y a des personnes qui ne savent pas cuisiner. Je suis fière de moi parce que moi je sais faire ça, je suis bon en maths. Je suis fière de moi parce que moi j'arrive à faire ça, à faire ça. Et quand tu commences déjà, tu vas te rendre compte que tu es fière de beaucoup de choses. Et grâce à ça, c'est déjà un bon début. Tu peux te dire, waouh, j'aime bien ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et puis ça commence petit à petit. Ça a commencé par des petites choses et puis ça va devenir que, mais en vérité, comme j'ai parlé au début, des principes. Mais moi j'aime ça. Moi, les principes, j'aime ça. Et puis on continue petit à petit. Et donc, c'est vraiment, moi je dirais vraiment une personne qui n'a pas confiance en soi aujourd'hui. Je dirais, regarde d'abord les côtés positifs. Si tu es focalisé sur les trucs négatifs, tu verras que du négatif. Mais focalise-toi sur les trucs qui sont positifs parce qu'il y a toujours quelque chose de positif. C'est impossible d'avoir que des choses négatives, comme c'est impossible d'avoir que des côtés positifs. Moi, je suis la personne pas très parfaite. J'ai beaucoup de défauts, beaucoup de choses que j'aime pas aussi sur moi, mais je me focalise pas sur ça, je me focalise sur les choses que j'aime. J'aime bien mes mains. J'aime bien ma poitrine, j'aime beaucoup de choses et je me focalise que sur ça et j'oublie le reste. Pourtant, si tu me demandes, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais tu te focalises sur le positif. Voilà, je focalise que sur le positif. Et pour moi, c'est vraiment un précieux conseil que tu nous donnes parce que c'est vrai qu'on a difficile à être bienveillant et doux avec soi-même. Avec les autres, on fait beaucoup cet effort-là d'être bienveillant, d'être doux, de prendre des pincettes, mais lorsque c'est nous-mêmes, lorsque c'est soi-même, on oublie tous ces codes et on est brut. C'est comme si on veut se faire du mal. Et ce que tu as dit de se donner, de dire, ok, ça tu as bien fait. Même quand c'est une petite chose, par exemple, une personne qui recommence le sport, peut-être, tu as juste marché 20 minutes, sois fière de toi. Et tu dis, ok, je suis fière de toi. Et tu dis ton prénom pour vraiment marquer le coup. Et en fait, il faut vraiment être bienveillant avec soi-même. On n'est pas parfait, comme les autres ne sont pas parfaits, mais on ne l'est pas non plus. Et on ne sera jamais parfait. Donc, vaut mieux nous prendre avec nos défauts et nos qualités aussi pour justement présenter ou du moins manifester le plein potentiel de ce qu'on est tout simplement. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et je le dirais toujours. Prendre le positif et le positif peut toujours être plus que... C'est comme il y a une influenceuse qui s'appelle Lena Situation. Son truc, c'est Lena Situation. Elle, sa marque, sa signature, c'est plus égale plus. Donc, le positif attire le positif. Donc, comme j'ai dit, quand tu commences avec un truc, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu sais très bien faire. Il y a des choses aussi que tu ne sais pas faire. Mais si tu focalises seulement sur les choses que tu ne sais pas faire, on ne va pas s'en sortir. Donc, moi, tu as vraiment très bien résumé tout ce que je voulais dire. Le positif d'abord. Le reste, on peut toujours travailler sur ça. Travailler, si tu as des complexes, même physiquement, sache qu'on peut travailler. Pas seulement chirurgie, on peut travailler d'une autre manière. Même dans la mode, quand je conseille à une personne, on a des personnes, on a toutes sortes de morphologies. C'est pour ça que les morphologies, c'est aussi très important. Il y a des personnes, ils ne s'aiment pas avec ce qu'ils portent parce que peut-être qu'ils ne respectent pas leur morphologie. Mais imagine si tu commences à respecter ta morphologie, tu respectes les choses qui vont avec ta morphologie, tu verras autre chose. Donc, tout ça, c'est important. Donc, surtout ce que j'aime beaucoup avec les morphologies, c'est que tu as les choses qui sont positives parmi ça, c'est ça que tu vas mettre en avant. Tu vas mettre en avant ces côtés-là et ça peut changer tout. Ça peut changer la donne. Et justement, tu proposes un service où tu aides les femmes comme les hommes, je pense, à avoir confiance en eux, à se relooker quelque part, à se retrouver. Tu peux nous en parler un peu plus? On peut te retrouver pour justement profiter de tes services. Oui, donc j'ai une page Instagram qui s'appelle Exhaust Dressing et également aussi la page internet où il y a tous les services où les personnes peuvent directement y aller et pouvoir prendre un rendez-vous. Comme ça, on peut voir ce qu'on peut faire. D'accord, super. Merci Exaucé. Merci à toi, c'était super. Hey, face au miroir, je me présente, je m'appelle Jessica Tanguy et je suis la fondatrice de 2 business. Premièrement, je maquille et je coiffe au sein de Jessie Makeup que j'ai créé en 2018. Et deuxièmement, j'ai ma marque de faux cils Wonderful Lashes pour sublimer vos regards qui existe depuis 2020. Et donc, vous pouvez me retrouver sur mes 2 Instagram, jessiemakeup._en-bas et ensuite Woo Lashes, W-O Lashes. Merci. On se retrouve sur Face au miroir.